Radio Souplante à Racaille du 16 décembre 2025, consacré pour sa partie artistique à la Fondation du Buffet. Voilà, une rediffusion d'une émission de 2021 qui fait écho à l'émission que nous avons présentée la semaine dernière sur le chassé-croisé Niki de Saint-Phal, Jean Dubuffet. Et vous écoutez l'émission à Racaille, une émission consacrée à la Fondation du Buffet, on doit dire les Fondations du Buffet, parce que je ne sais pas si c'est en est deux ou une, enfin bien, la Fondation du Buffet. Bon. Et Piquet-Cou, tout de suite, va vous lire un extrait de Prospectus et tous écrits suivants, tome 3, écrit par Jean Buffet aux éditions Gallimard. Voilà. Alors plus précisément, en fait, c'est le livre Bâton rompu qui fait partie de tout qui est dans ce gros bouquin. Et Bâton rompu, c'était une suite. Au départ, c'était une suite d'interviews qui a été réalisée avec Jean Dubuffet, et lui les a complètement retranscrites. Il les a compilées, oui. Voilà, il les a compilées, mais il les a réécrites. En fait, il a fait, je crois, les questions et les réponses à partir de ce qui avait été fait au départ. Donc c'est 125 petits chapitres. Donc moi j'en ai choisi deux. Donc la première, la question était: en quelle humeur étiez-vous quand, en 1942, vous avez recommencé pour la 3e fois à faire des peintures? Réponse de Jean Dubuffet: j'avais renoncé à toute ambition de faire carrière d'artiste. J'avais l'impression d'être dépourvu des dons requis. Il y avait de la morosité dans l'affaire. J'étais résolu à me consacrer 2 ou 3 ans. Je me trouvais muni du moyen de vivre pour ce temps, à faire des peintures à mon seul usage, et sans prendre égard à ce qu'elles soient, ou non, susceptibles d'être approuvées par quiconque. Une telle position dans le contexte social est un peu éprouvante à assumer. C'est pourquoi je parle de morosité. J'avais décidé de me donner 2 ou 3 ans de bon temps, n'en ayant guère eu auparavant. Mais c'était sans aucune visée à me placer dans l'orbite culturelle. Elle m'apparaissait oiseuse. J'avais perdu tout intérêt pour l'art montré dans les galeries et les musées. Je ne visais plus du tout à m'y introduire. J'aimais les peintures que font les enfants. Je ne visais à rien de plus qu'à en faire d'équivalentes pour mon seul plaisir. J'étais dans le sentiment que des peintures dépourvues d'habileté, comme sont celles des enfants, faites sans effort et rapidement, peuvent être aussi efficaces, voire davantage, que les tableaux produits dans le circuit culturel, et qu'elles peuvent être aussi, surtout, porteuses d'apports inattendus, offrant à la pensée des ouvertures nouvelles. Voilà. Le deuxième texte, alors la question, c'est: avez-vous des avis à donner à des débutants? La réponse de Jean Dubuffet: ils doivent se convaincre qu'une œuvre d'art est tout à la fois beaucoup moins et beaucoup plus que ce qu'on croit communément. On lui demande, dans l'optique habituelle, qu'elle prenne aspect d'une performance analogue à un numéro de cirque, témoignant de talents exceptionnels qui commandent l'admiration. C'est peu lui demander. Il n'y a nul besoin de cela. Elle peut se présenter au contraire comme un ouvrage bien simple et sommaire que chacun aurait pu faire. Mais elle doit être douée d'un pouvoir précieux qui est d'éclairer qui la regarde sur un aspect des choses qui lui était inconnu. Elle doit avoir l'effet de régénérer sa vision, susciter chez lui une façon nouvelle de regarder les choses et de les concevoir. Elle doit exercer une action sur sa pensée, modifier celle-ci, l'inciter à prendre une position neuve, imprévue. C'est une fonction que peuvent avoir de petits ouvrages très humbles et qui, en regard, fait le plus souvent défaut à des exercices très brillants. Le débutant est trop porté à croire qu'il provoquera l'émerveillement en faisant seulement acte d'une exceptionnelle habileté. Oui, alors je dois dire, si Piquet-Cou m'y autorise toutefois, que ces deux textes, j'y adhère vraiment à 200%, particulièrement le premier, quand il parle du travail des enfants et quand il parle aussi il faut que le travail, on a toujours l'impression qu'on doit souffrir en peignant ou en sculptant ou en créant. Non. Je pense que je suis d'accord. Voilà, c'est ce qui fait que je suis assez porté par la pensée du Dubuffet en tout cas et par son travail aussi. C'est que si vous faites un travail dans la joie, dans la facilité, etc., si vous oubliez la technique, d'ailleurs si vous en avez pas, si vous avez de la technique c'est très difficile, mais si vous n'avez pas de technique c'est merveilleux, eh bien vous pouvez faire des choses évidemment
qui ont une force, qui ont regardé Chessac, même Dubuffet, à côté de Chessac. Dubuffet, il a dû toute sa vie désapprendre ce qu'il avait appris, comme Picasso d'ailleurs, pour atteindre, si vous voulez, à cette simplicité des enfants. Je dis pas que les enfants font toujours des œuvres d'art, ils font des grosses merdes aussi, mais bon, c'est l'esprit qu'il faut retenir, c'est-à-dire que vous êtes devant une surface blanche, et ben vous y allez, vous barbouillez, voilà. Et puis il en sortira probablement quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'un type qui se prend le chou et qui se le torture pour faire quelque chose, comme il dit, en faisant seulement acte d'une exceptionnelle habileté, quoi, pour séduire le regardeur. Non, il s'agit pas de séduction, hein, il s'agit de l'art. C'est pas. Enfin, actuellement, il y a eu un art de la séduction. Il y en a encore, mais je veux dire, l'art, c'est autre chose. Maintenant, c'est sortir, si vous voulez, de soi ce qu'on y a de caché, d'enfoui, qu'on connaît pas. Voilà. Et pour que ça puisse sortir, il faut évidemment oublier, pour ceux qui ont appris tout ce qu'ils ont appris, et pour ceux qui n'ont pas appris, rester eux-mêmes. Voilà, c'est une leçon extraordinaire. D'ailleurs, tous ces écrits à Dubuffet, il n'y a pas que les artistes qui doivent les lire, hein, mais évidemment que non. Mais si vous voulez, vous-même, si vous n'êtes pas artiste, si vous voulez comprendre l'acte de création, en lisant ces bouquins du Buffet ou ses pensées, les extraits de ses pensées, vous pouvez accéder, si vous voulez, à cette connaissance merveilleuse, cet ressenti merveilleux qu'on peut éprouver devant une œuvre d'art, qu'elle soit picturale, qu'elle soit sculpturale, qu'elle soit musicale, qu'elle soit littéraire. Voilà, il y a un partage qui peut se faire à un certain niveau de connaissance ou d'ouverture simple de son émotion à ce qui lui arrive dans la tronche. Voilà. C'est ça que Dubuffet essaye de faire passer. Ouais, parce qu'en fait, là, j'ai choisi 2 textes, mais c'était difficile de faire un bien tri. Sûr. Parce que c'est vrai que les 3 quarts sont vraiment intéressants, sauf le livre que j'ai voulu lire, parce qu'au départ, je pensais en tirer quelque chose. C'est son autobiographie au pas de course, une autobiographie qu'il a écrite en 3 mois, 2 mois avant sa mort, et qui en fait est vraiment pénible à lire parce que c'est une suite, c'est pas très long, et c'est une suite d'événements, c'est très factuel, on s'y perd, et le style est gavant. Enfin, c'est aucun intérêt, quoi. Oui, il a, d'une manière générale, il a un style un peu gavant, un peu pompeux, etc. Une manière d'écrire un peu pas très contemporaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, quand on arrive à rentrer dedans, à décrypter ce qu'il veut raconter, ça peut être passionnant, quoi. C'est vrai qu'il faut mieux se concentrer sur ses écrits sur l'art. Ouais. Ce livre, Bâton rompu, est vraiment très bien. Il passe pareil, il fait une centaine de pages. Si on n'a pas le courage de lire autre chose, c'est suffisant, quoi. Tout à fait. C'est un dessin fou, quelle salade. C'est un dessin fou, quelle salade. Un dessin lala et tout, quelle rigolade. Un dessin lala et tout, quelle rigolade. Ah ah ah. Oh oh oh. Éléphant par devant, dromadaire par derrière, à l'endroit ou à l'envers. Dromadaire par derrière, éléphant par devant, marche arrière ou marche avant. C'est un dessin dérangé, quelle salade. Un dessin tout mélangé, quelle rigolade. Un dessin tout mélangé, quelle rigolade. Ah ah ah. Oh oh oh. Pélican par devant, lampadaire par derrière, à l'endroit ou à l'envers. Lampadaire par derrière, pélican par devant, marche arrière ou marche avant. Tu te croises les crayons, quelle salade. Tu mélanges les bidons, quelle rigolade. Tu mélanges les bidons, quelle rigolade. Ah ah ah. Oh oh oh. Mohican par devant, militaire par derrière, à l'endroit ou à l'envers. Militaire par derrière, Mohican par devant, marche arrière ou marche avant. C'est un dessin fou, quelle salade. Un dessin lala et tout, quelle rigolade. Un dessin lala et tout, quelle rigolade. Ah ah ah. Eh eh eh. Oh oh oh.
C'était Henri Dess, le dessin fou. Oui, Henri Dess qui a fait la joie de beaucoup d'enfants. Ouais, des miens particulièrement. Et de leur papa. Voilà, il y a un moment de ça déjà, il y a 30 ans. Oh là là. Bon, passons. Mais ça illustre bien ce que vous a raconté Piquet-Coup sur Dubuffet. Ouais. Arracaille qui est consacré à la fondation du Buffet. Bon, et ben voilà, on y est. Par la fondation, ça c'est Piquet-Coup qui va vous en causer, mais de son travail à Jean Dubuffet, qui travaillait par série. Oui. Il y a des artistes comme ça qui travaillent par série, il n'y a pas que lui. Hein. Je vous parlais de Lorjou, c'était un peu comme ça, Picasso aussi d'ailleurs. Il y a quelques artistes quand même qui ont privilégié cette façon de travailler. Voilà, et lui, il a toute sa vie, jusqu'à cette dernière période qui est pas la meilleure, il a procédé par série, dont une... ça a commencé, oui, ces séries avec, comment tu l'appelles, toi, Circus, je crois, là. Paris Circus. Paris Circus, je crois que c'est ça. Non, non, c'est pas le début. Il y a eu aussi une série avec des papillons, des ailes de papillons. Alors ça, je trouve ça un petit peu difficile, de tuer des papillons pour se servir de leurs ailes pour faire des panneaux. Voilà, il s'est servi aussi de tas de matériaux qu'il a utilisé dans ses séries, voilà. C'est pas, de mon point de vue, ces choses avec les matériaux, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, voyez-vous. Bon, mais il a fait quand même le série des Barbes, par exemple, aussi, que je trouve pas extraordinaire non plus. Jusqu'au moment où il a fait donc cette chose du circus. Paris Circus. Paris Circus, voilà. Là, ça devient, enfin pour moi, et pour Piquet-Coup semble-t-il aussi, ça devient beaucoup plus festif, beaucoup plus intéressant. Il a fait les rues de Paris, enfin à sa manière un peu folle, voilà, très colorée, très vivante, avec des inscriptions pour les bistrots, pour les boutiques, etc. Et les autobus avec les stations, enfin voilà, il a fait ça avec le métro aussi, enfin bon. C'est très 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 intéressant. Il a fait aussi une série sur les tables, un peu moins pour nous, un peu trop statique, un peu lourd quand même. Et jusqu'au moment où, pour moi, en tout cas, pour Piquet-Coup, c'est plutôt Paris Circus, mais moi, c'est plutôt une série qui s'appelle la série, justement, ou les séries, je sais pas, c'est ça. Hein. Ce qu'on avait vu à Périgny, là, tu sais, il en a fait 500 dans l'année. L'émir. L'émir, voilà, l'émir. Non, t'es sûr que c'est l'émir? Oui. Ouais. Oui, il en avait fait 500 dans l'année. Ouais, c'est ça, voilà. 500 dans l'année, c'est des formats, des 30 figures, des 15 figures, enfin, c'est des moyens formats, disons. Pas petits, mais moyens formats. Et il s'est imposé ce challenge, en faire 500 dans l'année, et je veux dire que pour moi, en tout cas, c'est réussi. Voilà, c'est avec, c'est un mélange de collage et de travail directement sur la toile avec des formes abstraites, des tâches, etc. Et dessus, encore une fois, des collages qui sont des découpages de dessins ou de dessins même coloriés qu'il a fait au feutre ou qu'il a fait à la peinture, qui sont apposés par-dessus. C'est bien ça, Dominique? Parce que tu as l'air d'être un petit peu perdu. Là. Oui, je suis dubitative, oui, mais bon. Ben alors, on parle pas de la même chose. Non, moi je pense que c'est pas l'émir. Hein, non, l'émir, c'est ceux qui étaient sur le côté droit, en fait. Oui, voilà. Non, ça c'est les séries, justement. C'est la série, les séries, quoi. Ça s'appelle les séries. Voilà, oui. Parce que l'émir, c'est autre chose. C'est fait avec... c'est beaucoup plus abstrait. Voilà, il n'y a pas de collage dessus. C'est direct à l'imprimat sur la toile. Ouais, c'est ça. Oui. Et puis en dernier, c'est les dernières, les mires, ou c'est les avant-dernières? Non, c'est les avant-derniers. Ouais, parce que les dernières, alors là, je me souviens plus du nom, c'est des barbouillages, des bariolages de traits rouges, noirs, blancs, enfin bon, on a l'impression qu'il est vraiment à la fin il est complètement asséché du point de vue de la création. Voilà. Dubuffet, c'est quand même un travail, lorsqu'on est allé à la Fondation à Paris, on a discuté avec une des personnes qui gère cette fondation,
une très jeune femme, dont a fait un cursus d'histoire de l'art, enfin une maîtrise en tout cas, voilà, et qui travaille là, qui au début était pas franchement une aficionados de Dubuffet, qui nous a dit que peu à peu elle avait appris à le connaître mieux et à beaucoup l'aimer, voilà. Et là on s'est aperçu que de quoi je me souviens plus. De quoi je parlais. Voilà, ça arrive. Hein, les grands cerveaux, c'est un peu comme ça. Il y a des absences terribles. Je parlais du Buffet, de sa période, de la fin de sa vie, quoi, qui est pas vraiment. On en a vu là aussi. On en a vu surtout à Périgny, de ses barbouillages, quoi. On peut dire ça. Ce sont des barbouillages. Oui, voilà, bon, on sent qu'il est vraiment au bout des choses. Il a fait aussi, vous savez, c'est à Périgny, c'est la fabuloserie, non, pas la fabuloserie, le clos des Polylites. C'est la closerie. La closerie des... Oh, là, je vais en parler un peu après. Oui, on en parlera après. Ça, que je trouve, moi, personnellement, qui me bouleverse pas, voilà. Mais on peut dire, oui, cette jeune femme nous disait qu'elle avait fait 10 000 œuvres, voilà, c'est ça, où j'avais perdu les 10 000 en chemin, vous m'excuserez. Hein. Voilà, et moi j'étais complètement stupéfait. La fondation elle-même a 2500 œuvres, c'est-à-dire qu'il en a vendu 7500, principalement aux États-Unis, qui ont pratiquement toute l'œuvre de Dubuffet, quoi, voilà. Mais 10 000 œuvres, vous imaginez, en 30 ou 40 ans, enfin 40 ans. En 40 ans. Ouais, 10 000 œuvres. Alors, ça va évidemment de ses peintures, de ses séries. Il y a aussi des lithographies magnifiques. Il y en avait quelques-unes là, justement à la Fondation à Paris. Voilà, il a touché à tout. Il a fait des sculptures aussi. Bon, c'est moins convaincant, mais il a fait aussi des sculptures en papier mâché, en mâche-fer, de tous les matériaux de récup qu'il pouvait trouver. Voilà, mais c'est quand même pas chez Sac. Bon. Il a touché à tout, il a tout fait, mais un peu, il laisse quand même une porte ouverte à ceux qui, contrairement à d'autres artistes qui ont complètement tout bouclé, lui non, il a touché à tout, mais il n'a pas tout fait quand même. Il a ouvert des voies en tout cas, voilà. Et pour moi, la principale voie que Dubuffet a ouvert avec son œuvre, avec ses 10 000, non mais 10 000, enfin moi je suis plus ça, plus je suis sur le cul quand je pense au travail de fou de ces gens-là. Voilà. Il a ouvert surtout avec ses écrits, parce que ses peintures, il en a donné, si vous voulez, la genèse dans ses écrits. Voilà, qui peuvent inspirer encore des générations d'artistes pour qu'ils laissent tomber le paraître pour vraiment le fond de leur travail, c'est-à-dire que, vous voyez, tous ces artistes aujourd'hui qui essayent de trouver ce qu'il y a de plus étonnant, ce qu'il y a de plus, qui n'a pas été fait, qu'on va pouvoir, alors ça donne des choses extraordinaires. Je veux pas vous les citer ici parce que bon, ça a été jusqu'à faire mourir un chien dans une exposition, je crois que c'est au Brésil, enfin, voilà, mourir un chien de faim, vous voyez, sur une certaine période pendant une expo. Voilà, des choses comme ça complètement aberrantes, complètement connes, si on peut dire. Voilà, non, lui, Dubuffet, son message, c'est pas du tout ça, c'est essayer d'exprimer ce que vous avez en vous, mais au plus profond de vous, voilà, sans fioriture, sans technique, essayez d'oublier tout ce bagage culturel qui vous écrase, voilà. Et moi, je pense que pour ça, alors il y a la théorie qu'il a tirée de la pratique et il vous donne la théorie pour que vous puissiez pratiquer, voilà. Alors il donne la théorie et puis il montre les exemples faits, physiques, enfin voilà, que vous pouvez retrouver dans ces expositions, que vous pouvez retrouver donc à Périgny, dont on va vous parler Piquet-Cou, et que vous pouvez retrouver à la Fondation. La Fondation, il n'y a presque rien, mais c'est peut-être pas plus mal, parce que ce qu'il y a, en tout cas, ça a été bien choisi sur son parcours, et vous pouvez rester devant, vous pouvez passer 1 heure à la Fondation si vous voulez, il y a combien, une trentaine, quarantaine d'œuvres, je sais pas, c'est très, en plus le lieu est magnifique, enfin bon, c'est Piquet-Cou qui en parle, ça? Non, c'est toi qui en parle. Ah bon, c'est moi qui en parle tout à l'heure. Voilà. Je peux dire sur
Évidemment, je pourrais vous donner des dates de naissance, des dates de mort, des dates de ceci, des dates de cela, mais je pense que c'est le contraire de ce que voulait Dubuffet, quoi. Voulait, c'est son... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il est quand même assez atypique parce que déjà, il a commencé vraiment à peindre à 42 ans, là, comme il le dit, parce qu'il travaillait, il était négociant en vin. Ouais. Donc, il a failli 2 fois aller faire de la peinture, puis finalement les affaires l'ont rappelé, donc il a retardé ce moment-là. Et en fait, après, il est quand même resté un peu à l'écart de tout ce qui se passait parce qu'il n'est pas rentré dans le mouvement des surréalistes. Politiquement, il disait il était allergique à tout militantisme. Il était pas adepte des théories d'extrême gauche. Il rejetait la religion. Enfin, il était quand même dans son univers. Il n'était pas spécialement pour les expositions, les musées. Bon, ce qui met un peu en différent par rapport à ce qui s'est passé après, quand même. Oui, mais par devers lui. Pratiquement, quoi, parce que bon, non, on peut dire que parce que quand j'ai eu la malencontreuse idée ou la bonne, je sais pas, mais je me contrôle pas toujours, de dire à la Fondation de Paris à cette jeune femme là qu'on animait une émission de radio sur évidemment Radio Libertaire. Ah bah elle a dit Dubuffet a été content. Voilà, donc on peut supposer qu'il était plutôt libertaire dans l'esprit, quoi. Voilà. Je suis pas sûr que, mais bon, en même temps, il y a beaucoup d'artistes ou d'intellectuels qui aiment bien se revendiquer de notre pensée, mais qui ne sont pas vraiment dans la pratique. Voilà. Est-ce que Dubuffet s'en revendiquait pas, mais je pense qu'il pratiquait un petit peu notre manière de penser de toutes ces choses-là, quoi, de l'art, de la création, de tous ces, voilà, et des institutions surtout d'où il se battait complètement. Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'amène à la chasse aux papillons. Cendrillon ravi de quitter sa cage, mais sa robe neuve et ses bottillons, et bras dessous, vers les frais bocages, ils vont à la chasse aux papillons. Ils ne savaient pas que sous les ombrages se cachait l'amour et son aiguillon, et qu'il transperçait les cœurs de leur âge, les cœurs des chasseurs de papillons. Quand il se fit tendre, elle lui dit, je présage, que c'est pas dans les plis de mon cotillon, ni dans les chancrures de mon corsage, qu'on va à la chasse aux papillons. Sur sa bouche en feu, qui criait sois sage, il posa sa bouche en guise de bâillon, et ce fut le plus charmant des remue-ménages qu'on ait vu une mémoire de papillon. Un volcan dans l'âme, ils revinrent au village en se promettant d'aller des millions, des milliards de fois et même davantage, ensemble à la chasse aux papillons. Mais tant qu'ils s'aimeront, tant que les nuages porteurs de chagrin les épargneront, il fera bon voler sous les frais bocages, ils feront plus la chasse aux papillons, plus la chasse aux papillons. C'était Patachou qui interprétait la chasse aux papillons. Voilà, une chasse aux papillons qu'on préfère à la chasse aux papillons de Dubuffet, qui faisait avec un instituteur du coin, je crois du côté de Vence, pour faire ses collages d'ailes de papillons. Ouais. Vous écoutez, enfin on suppose, parce que ce matin on n'a pas beaucoup de... oui, Araka qui ce matin vous cause de la fondation Dubuffet, quoi. Bah c'est pas la première fois qu'on en parle dans cette émission, mais c'est pas la dernière non. Donc moi je vais vous parler de la fondation de Périgny. Donc Périgny, c'est à Périgny-sur-Yerres. Périgny-sur-Yerres, c'est une petite commune du Val-de-Marne, au-delà de Villecrène et de Brie-Contrebert. Donc c'est là que se trouve cette fondation qui abrite la closerie Falbala. Donc la closerie Falbala, c'est une œuvre monumentale qui a été construite sur 1610 mètres carrés, qui est construite en époxy, en béton et qui est peinte en polyuréthane. Donc c'est un jardin semi-clos qui est protégé par des murs de 8 mètres de haut, avec au centre la villa Falbala. Donc l'esplanade est un immense espace blanc avec de gros cernes noires à la surface dont le sol est fait de façon aléatoire, c'est-à-dire que c'est pas nivelé, quoi.
Et l'esplanade, et c'était une blancheur qui est même quasi insoutenable. Quand on est allé faire la visite, il y avait du soleil, on a même du mal à garder les yeux ouverts tellement c'est blanc éclatant. Et au centre, ben voilà, il y a la villa Falbala, donc la porte est dissimulée donc dans les entrelacs des motifs. Et là, à l'intérieur, on a 2 espaces. On a une première salle qui est appelée l'antichambre et une deuxième qui est le cabinet logologique. À savoir qu'en fait, le cabinet logologique, c'est le pourquoi de cette construction. Donc c'est un nom surprenant. Et voici ce qu'en dit Dubuffet. Donc le titre donné au cabinet logologique procède de l'idée d'un logo au second degré qui, cessant d'être un chiffrement renvoyant aux phénomènes et objets du monde, se met à proliférer à partir de lui-même. Bon, c'est peut-être un peu abscon à première lecture. En fait, ce cabinet logologique, c'était un peu le cabinet de méditation philosophique de Dubuffet, quoi. Une pièce dont les murs, donc ce cabinet, donc une pièce dont les murs sont entièrement recouverts de l'univers Dubuffet. Il y a une table, il y a surtout là on se met devant, donc le mur en face et les murs de droite et gauche sont recouverts, et là on laisse son imagination prendre le relais de la méditation, ou alors on essaye de déchiffrer un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans ces fourmillements de dessins. Et cet univers, il est arrivé en droite ligne de l'Ourloupe. Donc l'Ourloupe, c'est ce dernier cycle de Dubuffet qui est le plus long et le plus connu et qui a occupé les 12 dernières années de sa vie. L'avant-dernier, puisque il y a eu... Non, c'est le dernier cycle. Oui, mais le chose avec les peintures abstraites, là, c'était... Non ? Je pense pas, mais... Ah bon, non, je pose la question. Faut pas vous irriter, madame. Voilà. C'est le cycle auquel on associe d'ailleurs souvent Dubuffet. Ce sont ces gros traits noirs sur une surface blanche, avec des hachures rouges et bleues, à la manière un petit peu de formes entrecoupées ou d'éléments qui seraient imbriqués les uns dans les autres, et puis après qui prennent des formes différentes selon ce qu'on a envie d'y voir. Et pour la petite histoire, on fait remonter l'Ourloupe à une série de griffonnages qu'aurait dessiné machinalement au stylo Dubuffet pendant des conversations téléphoniques en juillet 62, donc des figures qu'il aurait réalisées automatiquement, et puis qui allaient petit à petit retenir son attention pour en faire autre chose quelques années plus tard. D'abord en 2 dimensions, puis en volume, quand Dubuffet découvre le polystyrène expansé qu'il va travailler au fer chaud ou avec un simple couteau à rôti. Et le mot ourloupe, lui, viendrait des recherches verbales de Dubuffet. Donc ces recherches, il a fait tout un travail sur ces jargons. Et donc ourloupe, hurler, ululer, loup, riquer à la houppe. Enfin voilà, il en est arrivé à l'ourloupe. Et à côté donc de cette villa Falbala, on arrive aux anciens ateliers. Et là, on découvre quelques toiles de Dubuffet de chacune de ces séries, ce dont tu parlais tout à l'heure. Et dans une immense salle annexe, là sont entreposés les personnages, les costumes et les praticables de Coucou Bazar. Alors Coucou Bazar, c'est quoi ? C'est un spectacle, c'est un décor qui bouge, il n'y a pas de texte, il y a des comédiens qui sont cachés sous une cuirasse bariolée, des marionnettes sont des marionnettes vivantes qui font environ 2 mètres de haut. Donc on a des formes entremêlées, ce sont des bonhommes qui sont aussi directement inspirés du cycle de l'Ourloupe et à qui Dubuffet donne une vie autonome qui est un peu intermédiaire entre la peinture et le théâtre. C'est un peu comme une extension de sa peinture. On peut dire que c'est comme du théâtre peint ou de la peinture animée, quoi. Et c'est un spectacle qui avait été présenté 3 fois. Une première fois à New York en 73, puis après au Grand Palais à Paris, et 5 ans plus tard grâce à un mécénat de Fiat à Turin. Et la musique des 2 premiers spectacles était écrite par un Turc, alors que pour la dernière représentation, c'est une expérience, c'est reprise des expériences musicales de Dubuffet. Dubuffet connaissait la musique et après il a fait lui-même de la musique. Alors une musique que nous on a un petit peu du mal à écouter, que j'ai oublié d'enregistrer là, mais j'avais déjà passé, je crois, un petit peu un extrait une dernière fois. Tu devais la passer. Ouais, et là j'ai oublié de l'enregistrer. Et c'est une musique un peu proche de la musique, je sais pas, syrielle, tu dirais, non ? Syrielle, ouais. Voilà. Et donc dans cette fondation, après on a encore une dernière salle qui est la salle de toutes les maquettes en polystyrène qu'il a fait, qui ont été faites après en sculpture plus grande. Ouais, je dois dire que c'est assez gavant. Enfin bon, ouais. Aussi bien sa musique, elle va très bien d'ailleurs avec ce chose. La musique c'est dur. Ouais, mais bon, ça aussi c'est dur. Enfin, je veux dire, c'est cette espèce de période là, ouais. Voilà, un peu fatigante. Quoi. Ouais, alors la closerie Falbala, elle est un monument historique depuis 1998. Ouais.
Mais nous, c'est vrai que ce qu'on a préféré dans cette visite, c'est quand même les salles où il y avait ces tableaux. Oui, tout à fait, oui, je pense. Et je pense, on essaiera de vérifier ça, Dominique, mais je crois bien que sa dernière période, c'est pas l'Ourloupe. Si on additionne les années, 12 ans consacrés à l'Ourloupe, il est mort à 85 ans. Il s'est arrêté de peindre 2 ans avant, je crois, ou quelques années avant. Peut-être plus que ça, je sais pas. Pour dessiner parce qu'il pouvait plus tenir debout, voilà. Mais ces choses avec les traits qui partent dans tous les sens complètement, voilà. Je pense que c'est ça sa dernière période, picturale en tout cas. Il me semble, hein, mais on va pas faire une querelle de chapelle, mais tu vois, je crois parce que là vraiment, tant qu'il était dans l'Ourloupe, il maîtrisait quand même, tu vois, bien que c'est ça qui l'ait tué. On vous l'avait dit ici, c'est celui qui nous a visité, le Périgny, qui nous l'a dit, quoi. On lui a posé la question, vous ne pensez pas que ce polystyrène l'a tué? Il m'a dit si, absolument, oui. Respirer ces fumées quand il grille, parce que vous savez, vous avez un fer chaud et vous travaillez avec ça et ça dégage de la fumée qui est très toxique, voilà. Ouais, un guide super qu'on avait pointu, simple. D'ailleurs, à la fondation qu'on a visitée à Paris, pareil, il y avait deux personnes là, une jeune femme, une un peu moins jeune, et elles avaient l'air toutes les deux très très accessibles, en tout cas. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, et on les remercie d'avoir écouté notre blabla, voilà, nos questions, voilà. Mais en fait, c'est vrai que c'est presque dommage que les personnes qui connaissent pas Dubuffet pensent immédiatement à l'Ourloupe, quoi, que ce soit ce qui reste le plus, parce que c'est vrai que les tableaux dont tu parlais, moi, Paris Circus, c'est vraiment une série que j'adore, quoi. Et justement, c'est à la Fondation à Périgny, il y a un tableau qui représente une salle de restaurant, on se croirait au restaurant Charrier, là, à Paris, tout le monde est assis, il y a les serviettes dans les rondes serviettes, il y a tous les serveurs, enfin, c'est vraiment, c'est vivant, c'est vraiment génial. Tout à fait, c'est dommage que, voilà, ben enfin ça correspond à une période, je pense que ça doit être à la même période que Tati a fait son dernier film là, très très. Ah oui, Playtime. Playtime. Il y a eu une période comme ça où voilà, il fallait absolument aller dans un siècle ou 2 siècles en avant, quoi, où c'est la période aussi 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, enfin toutes ces choses un peu voilà. Un peu, comment dire, science-fictionnel. Et je pense pas que, enfin, bon, il y a des gens qui peuvent adorer tout ce cycle de l'Ourloupe, mais bon, c'est pas notre cas à tous les deux. Ouais. Mais pour Paris Circus, je crois qu'il explique, Jean Dubuffet, justement, que quand il a longuement travaillé sur les matériaux, qu'il était isolé dans sa maison, que ce soit à Vence ou à Paris ou même à Dieppe, je crois qu'il a travaillé à Dieppe, qui était la ville natale de sa femme. En fait, après, il a eu envie de renouer justement avec la vie urbaine, quoi, d'avoir un petit peu d'animation. Ouais. Il faut dire aussi que c'est quelqu'un qui a eu un nombre de demeures assez importantes, avec des ateliers à chaque fois, des ateliers magnifiques. Le rêve de tous les rapidos. Ouais, voilà. Ça n'avait pas l'air de lui poser de problème, effectivement, de déménager, de se trouver un atelier ou de faire construire. Et la Périgny, c'est ça, c'est que pourquoi Périgny? C'est en fait parce que c'est celui qui travaillait la résine, le grand spécialiste de la résine qui habitait Périgny, donc c'est pour ça qu'il est venu là, quoi. Il a fait sa fondation juste à côté. Oh, vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes, comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal à vos fêtes, à vos fêtes. En courant sus un voleur qui venait de lui chipper l'heure à sa montre. Oncle Archibald, coquin de sort, fit de sa majesté la mort. La rencontre. Telle une femme de petite vertu, elle arpentait le trottoir du cimetière, aguichant les hommes en troussant un peu plus haut qu'il ne descend, son suaire. Oncle Archibald d'un ton gouailleur lui dit va t'en faire pendre ailleurs ton squelette. Filles et femelles décharnées, vivent les belles un tantinet, rondelette. Leur montant sur ses grands chevaux, la mort brandit la longue faux d'agronome.
qu'elle serrait dans son linceul et faucha d'un seul coup d'un seul le bonhomme, le bonhomme. Comme il n'avait pas l'air content, elle lui dit « ça fait longtemps que je t'aime ». Et notre hymen à tous les deux était prévu depuis le jour de ton baptême, ton baptême. Si tu te couches dans mes bras, alors la vie te semblera plus facile. Tu y seras hors de portée des chiens, des loups, des hommes et des imbéciles, imbéciles. Nul n'y contestera tes droits, tu pourras crier vive le roi sans intrigue. Si l'envie te prend de changer, tu pourras crier sans danger vive la ligue, vive la ligue. Ton temps de dupe est révolu, personne ne se paiera plus sur ta bête. Les plaies-il-maîtres auront plus court, plus jamais tu n'auras à court. Bella tête, bella tête. Et mon oncle emboîta le pas de la belle qui ne semblait pas si féroce. Et les voilà bras dessous, les voilà partis je ne sais où, faire leurs noces, faire leurs noces. Oh vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes, comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal à vos fêtes, à vos fêtes. Oncle Archibald par Georges Brassens, voilà, pour illustrer un peu la dernière partie de la vie de Jean Dubuffet qui était sur Périgny. Après cette rediffusion, les expositions. Donc Niki de Saint-Phal, Jean Dubuffet, Dessins croisés à la Fondation Dubuffet, c'est jusqu'au 13 février. M. Secher à la Monnaie de Paris jusqu'au 1er mars. Philippe Guston au Musée Picasso jusqu'au 1er mars. Aide sculptrice à Paris, Musée Camille Claudel, c'est à Nogent-sur-Seine jusqu'au 4 janvier. Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely, Pontus-Sulten au Grand Palais jusqu'au 4 janvier. Jean-Baptiste Greuze, L'Enfant sans lumière au Petit Palais jusqu'au 25 janvier. Impression Nabi à la BNF Richelieu jusqu'au 11 janvier. Georges Delatour au Musée Jacques Marandré jusqu'au 25 janvier. Georges Condo au Musée d'Art Moderne jusqu'au 8 février. Pekka Alonen, un hymne à la Finlande au Petit Palais jusqu'au 22 février. Les peintres graveurs à la mairie du 6e... Ah, c'est terminé. La galerie Kaléidoscope, paysages disqualifiés, paysages retrouvés jusqu'au 31 janvier. Le culturel de la semaine, Robert. Eh bien, j'ai deux bouquins. Scène de la vie de Montmartre de Francis Carco de l'Académie Goncourt. Un petit bouquin merveilleux avec des gravures aussi, mais c'est des vieux bouquins qui datent des années 30. Voilà. J'ai beaucoup aimé puisque c'est le Montmartre rêvé qui n'existe plus aujourd'hui évidemment. C'est le Montmartre où il y avait le maquis, etc., etc. Voilà. Mais c'est en tout cas, il y a encore quelques petites traces de ce Montmartre qui sont vraiment. Il faut être un amoureux fou de ce lieu pour les repérer. Mais chaque fois qu'on y monte avec ma camarade pour visiter une expo au musée de Montmartre, on prend des rues qui sont dans toutes les chansons sur Montmartre et qui sont dans Scène de la vie de Montmartre de Carco, avec ses rapins, avec ses poètes, avec ses écrivains, tout un petit monde complètement déjanté, complètement ailleurs, quoi, voilà. Et c'est assez merveilleux. Le langage de Carco, en tout cas, n'est pas du tout daté. C'est un écrivain qui aujourd'hui encore est tout à fait, il n'est pas, en tout cas, fait pas du tout vieux schnock, pas du tout, qui est resté très lisible et qui peut permettre de découvrir, pour ceux qui connaissent pas Francis Carco, de découvrir son œuvre. Voilà. En plus, c'est un livre de musée pratiquement. Tu l'as trouvé dans une boîte à lire et c'est une vieille édition avec des gravures. Enfin, le prix c'était 5 francs et ça a été édité en 1939.
à l'imprimerie moderne, 177 route de Châtillon, à Montrouge. C'est quand même à Montrouge, hein. Ouais, enfin, voilà. Et puis, un deuxième bouquin, mais je n'ai pas encore fini la lecture, mais ce que j'ai lu donne le ton du bouquin. C'est une espèce de biographie de Jean Giono, avec beaucoup de photos, une doc de photos merveilleuses, et enfin, si vous voulez, je suis une espèce de vieille groupie de Giono depuis mon adolescence, où j'ai découvert Giono, voilà, parce qu'il y avait le père d'un copain d'enfance qui était vraiment un fan de la Provence, de Giono, tout ça, qui nous a fait découvrir cet auteur, et depuis, j'ai pas décollé, j'ai acheté tous ces bouquins de la Pléiade, et qui sont pas, c'est très difficile de lire les bouquins de la Pléiade, mais enfin, je les ai quand même achetés. Je préfère le livre de poche pour lire Giono. Voilà, c'est vraiment un bouquin, là aussi, c'est pas tout jeune, hein, il date de 70, 73, quoi, là, c'est quand même 50 ans. Ouais. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment pour ceux qui veulent découvrir Giono sans avoir lu son œuvre en intégrale pratiquement, c'est une porte d'entrée sur une œuvre absolument extraordinaire, merveilleuse, d'un écrivain hors concours dans tous les domaines, enfin même d'un écrivain qui, enfin il y a pas, c'est Virgile, c'est Homère, c'est ces choses-là, voilà. En France, en Provence, en Haute-Provence surtout. Et tu l'as trouvé dans les boîtes de notre ami Laurence, voilà. Qui est bouquiniste. Tout à fait. Voilà. Pour le modeste prix de 5 €, elle voulait me faire payer 3 €, mais quand même, il ne faut pas exagérer non plus. Et il est, mais comme neuf, voilà, parce que les bouquins que cette camarade de combat vend, ils sont tous dans un état parfait de conservation. Ouais, c'est sympa de faire vivre les bouquinistes. Oui, en fait. voilà, tout à fait. Ouais. Et là, c'est une vraie bouquiniste, hein, c'est pas une bouquiniste bidon voilà, qui vend des souvenirs de des Paris. tours Eiffel et des tours Eiffel, oui, et des choses comme ça. Non. C'est une vraie bouquiniste. Ouais, c'est notre chère. Et écrivaine, parce que non seulement elle est bouquiniste, mais c'est une écrivaine aussi, qui publie des romans sur Paris avec par le truchement de détectives privés, voilà, mais qui sont publiés chez 10-18, et là, en fait, même elle a certains de ses livres qui vont être publiés en Angleterre. Donc ça, voilà. C'est quand même une sacrée nouvelle. Alors c'est une bouquiniste écrivaine. Voilà. Donc ou une écrivaine bouquiniste. On l'adore, c'est notre Lolotte. Voilà, moi j'ai lu un livre de Manon Garcia qui s'appelle Vivre avec les hommes, réflexion sur le procès, autour du procès Pellico. Manon Garcia est une philosophe qui s'occupe donc de la question des femmes, du féminisme, qui a été plus connue avant. Elle a écrit On n'est pas soumise, on le devient, où elle s'appuie sur les écrits de Simone de Beauvoir, où elle parle de cette soumission justement. Et là, elle a assisté au procès Pellico, pas depuis le début, mais elle a assisté sur une bonne partie de la fin du procès Pellico. Et donc, en fait, elle revient sur les enjeux de ce procès, elle va sur ses impressions. En fait, c'est un livre qui est un peu différent d'un essai philosophique qui est plus anonyme. C'est-à-dire que là, elle parle beaucoup en disant je, parce qu'en fait, c'est ses impressions. Donc, elle va revenir sur ce qu'est un procès pénal, un procès civil. Elle fait vraiment la part des choses. Elle renomme les choses aussi. Elle raconte ce qu'elle ressent, même face aux accusés. Elle va parler des termes employés, du consentement. Enfin, c'est vraiment, c'est intéressant. Et si on n'a pas envie de lire ce livre, en fait, je mettrai en lien un entretien où elle est interviewée par la librairie Mola. Et la librairie Mola, ils ont un site assez super où régulièrement ils font des entretiens avec des auteurs. Et donc là, il y a 1 heure d'entretien où elle parle de son livre. Et donc, c'est peut-être un moyen aussi d'y accéder assez facilement, quoi. Et tout de suite, sur Radio Soupente, le salut à nos amanches, Claude et André de la Nation. Claude et William, nos poteaux de Brest, sa croisette, ses paliers, ses températures tropicales. Jean-Paul Souvraz, un immense peintre de coups de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, une petite maison en briques rouges dans une petite rue pavée de coups de Kerbranche, un rêve presque, c'est du niveau de, comment dirais-je,
du petit chaperon rouge, quoi, voilà. On s'attend à voir un loup au détour du chemin. Sophie Villoutrex-Brageux, une graveuse magnifique de Versailles, une amie à ma camarade Piquet-Cou, elle a des amies filles d'ailleurs, bon, comme Claudine par exemple, Corinne Anne-Emmanuel. Oh, il y a Frédéric, c'est un garçon. Et un petit trio de peinturlureurs. Juliette Plante, une graveuse émérite aussi, en relégation à Rochefort-sur-Mer, qui ouvre son atelier, moyennant quelques écus sonnants et trébuchants, pour apprendre à ceux qui sont intéressés par la gravure quelques techniques qui pourront par la suite révéler peut-être des grands graveurs, comme Sophie, comme Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le roi de la taille d'épargne. Agnès Dubard aussi, une immense graveuse qui est en relégation en Bretagne Sud. Thierry Mortiaux, alors là c'est l'empereur des graveurs, mais il est belge, il est à Bruxelles, voilà. On a découvert son œuvre dans une biennale à Saint-Maur-des-Fossés, où il était arrivé premier. Et alors pour un prof de français, c'est bien d'arriver premier, hein, quand même. Voilà. Il peut faire la pige à ses élèves. Hein. J'ai été le premier. Voilà, Lisa Moroso, une immense graveuse aussi très jeune, ainsi que son camarade de combat Raoul Viloula, et Colette et Jacqueline, deux veuves de peintres merveilleux, Odon et Raymond Imbert, Liliane et Laurence, deux sœurs écrivaines, on vient vous parler de Laurence, voilà, qui a son petit, je vous dis quand même qu'il a son petit étal de bouquiniste sur la rive gauche de la Seine, juste en face Notre-Dame. Ouais, vous voyez, si vous verrez une dame, voilà, qui est là, des fois elle est avec son compagnon du moment, et qui sont devant leurs petits, les boîtes de bouquinistes. Ouais, hein, c'est quai Montebello, c'est la meilleure vue c'est quai Montebello. c'est voilà. la meilleure vue sur Notre-Dame. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui, hélas, l'a glissé, et on chérit son souvenir, comme à tous nos morts, et voilà, tous ceux qui sont sur la route, la route du paradis, ouais. La route flamboyante, une animatrice sur une radio Omni, qui anime 4 émissions, on ne sait pas où elle va s'arrêter, enfin bon. C'est une ancienne institutrice, c'est autrement dit une institutrice à la retraite, qui est plus rousse d'ailleurs, qui est blanche, voilà. Et on peut vous recommander de les écouter sur cette radio Oni, que nos auditeurs fidèles savent de quelle radio on veut parler. On a été viré de cette radio, voilà, d'une manière honteuse. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-Marlotte, dont on a découvert l'œuvre, sur les 6 mètres de la librairie L'Empreinte de Florence Quenu, une ancienne de la Fondation du Buffet d'ailleurs. Alors c'est pas n'importe qui. Hein. Dominique Paula-Lardouin, une galériste tant aimée, et aujourd'hui elle aussi disparue, ainsi que sa maman Thérèse Franco, 2 galéristes, la mère et la fille, qui ont botté le cul à l'art plan-plan parisien. Voilà. Et Dominique Paula-Lardouin était quelqu'un de très humain qui nous a complètement bluffé. Marie Dognaud, de la galerie Kaléidoscope, qui en ce moment expose sur ses 6 mètres des paysages. Oui, c'est ça, les rues Mazarine, elle est plus en galerie éphémère, elle a un lieu fixe. Oui, voilà. Marie Dognaud, charmante galériste, elle aussi très humaine, qui se la pète pas, comme la plupart des galéristes parisiens. Antoine Manoury de Padam Swing, alors un groupuscule, un trio de musicos inconnus du monde entier, mais bon, on leur souhaite quand même qu'un jour ils apparaissent en pleine lumière avec 1 million de disques vendus. Sur la scène du Zénith ou de l'Olympia. Et un disque d'or. Ouais. Et Anna Sinoroska, une écrivaine, une universitaire aussi, qui enseigne à l'université de la fac de Lille, et qui vient d'écrire un bouquin sur un artiste polonais, un écrivain,
Et la première édition, tout a été vendu et bien, il prépare une deuxième édition, parce que c'est en Pologne. C'est un titre polonais, c'est un écrivain polonais, et c'est édité en polonais. Mais enfin bon, c'est quand même une réussite et qu'elle mérite. Parce que c'est la spécialiste de cet auteur. Voilà. Et en plus de tout ça, de toutes ses qualités universitaires, elle peint. Voilà, et nous, moi, en tout cas, je ne connais pas le polonais, donc je ne peux pas vraiment lire son bouquin, mais j'adore sa peinture. Et ma camarade aussi. L'émission est à l'écoute sur notre blog caracal.fr. On se finit avec Faut vivre le Méniscal. Salut à tous. Salut. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Bardi, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort s'il peut parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.